Donc, merci déjà de l'invitation, Anthony, Caroline et OSPN. C'est une session qu'on a déjà fait en présentiel il y a, je crois que c'était au mois de septembre, ou enfin voilà, en fin d'année 2019. Donc voilà, l'objectif c'était voilà de parler d'un sujet qui est du sujet qui est le growth hacking. Donc on entend peut-être, vous en entendez peut-être beaucoup parler sur les réseaux, enfin voilà, etc. L'angle que j'ai choisi aujourd'hui, voilà, c'était de comment on peut s'inspirer des startups, parce que c'est vraiment une méthode qui est très à la mode dans les startups, pour l'appliquer en fait dans nos contextes à nous, entreprises traditionnelles, sur nos territoires. Je vais juste commencer par vous raconter une petite histoire à travers cette déclaration. PS I Love You, en fait, c'est l'histoire de deux gars qui étaient collègues, qui bossaient dans la même boîte et qui avaient un projet en commun. Et ces deux gars-là, enfin, ce projet s'appelait Javasoft, mais ça n'a aucun intérêt. Et en gros, c'était en 96, et pour échanger, ils n'avaient aucune solution techno qui existait à l'époque. Voilà, c'était des boîtes de messagerie en interne, un peu sécurisées. Et du coup, pour échanger en toute sécurité, sans se faire prendre par leur patron, ces deux gars-là ont inventé une messagerie qui était accessible, enfin un système d'email qui était accessible directement depuis un navigateur web. En gros, ils venaient juste d'inventer Hotmail. Donc vous vous doutez bien qu'en fait, suite à ça, leur projet de base a été un peu enterré. Ils se sont concentrés sur ce produit-là. Ils ont levé de l'argent, voilà, ils ont monté une startup, ils ont levé de l'argent, 300 000 $, et avec cet argent, en fait, ils ont développé leur produit, recruté une équipe, et ils ont essayé de faire du marketing et de la pub. Ils ont fait des campagnes d'affichage, de façon très classique, ils ont fait du spot radio, et au final, ça n'a pas marché, ou peu marché. Et une personne dans leur équipe, en fait, a une idée, et d'où le titre que je disais tout à l'heure, PS I Love You. Ils ont mis cette petite séquence-là, cette petite signature-là, en bas de chacun des mails qui a été envoyé depuis Hotmail. Du coup, vous l'avez peut-être vu si vous utilisiez le service à l'époque. PS I love you, get your free mail at Hotmail. Voilà, donc je vous aime, et vous aussi profitez d'un mail gratuit en souscrivant au service. Et cet exemple-là, c'est un des premiers, en fait, quand on parle de growth hacking, c'est un des premiers qui vient en tête, parce que suite à ça, en fait, chaque personne qui envoyait un mail à son réseau, donc imaginons que j'envoie un mail à 10 personnes dans une journée, mais en fait, 10 nouvelles personnes avaient potentiellement ce lien, pouvaient potentiellement cliquer et se créer un compte, et ainsi de suite. Et en fait, il y a un vrai effet, un vrai effet de levier ici, un vrai effet viral, ce qui a généré 3000 nouveaux utilisateurs par jour au début. En 6 mois, ils étaient à 1 million d'utilisateurs. Quelques semaines après, ils étaient à 2 millions. Pareil qu'un jour, il y en a un qui a envoyé un mail en Inde, et ça a été une traînée de poudre. Là-bas, en quelques semaines, il y en avait 300 000. Enfin, c'était quelque chose d'assez fou. Et quelques mois après, quand ils ont vendu à Microsoft leur solution et leur boîte, ils étaient utilisés par 8,5 millions de personnes. Donc, si je prends cet exemple-là, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment l'exemple révélateur du gros hacking. Et en fait, c'est pas une anomalie. C'est pas une anomalie parce que c'est sur ce genre de mécanique, pas celle-ci en particulier, mais sur ce genre de mécanique je vais rentrer dans le détail juste après, que toutes les boîtes, toutes les startups, les Facebook, Twitter, Insta, Pinterest et autres, en fait, ont construit leur base utilisateur. Toutes de façon différente, mais toutes avec cette même méthodologie. Et cette méthodologie, c'est ce qu'on appelle le growth hacking. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas me tromper pour dire qu'il y a assez peu de startups dans tous les participants à ce webinaire. L'objectif, c'est vraiment de parler un petit peu des définitions, de ce qu'on dit derrière tout ça, de comment faire, etc. Et surtout, de voir comment on peut l'appliquer dans nos métiers, comme je disais tout à l'heure. Une petite parenthèse pour me présenter, donc je m'appelle Léo, je suis consultant en stratégie digitale. En fait, mon job consiste à accompagner des entreprises pour qu'elles puissent mettre le digital au service de leur business et de leur stratégie. Donc, j'interviens de façon très transversale, en fait, à la fois sur de l'acquisition, mais aussi sur les outils, sur l'organisation, la méthodo, le design, le modèle économique, etc. Donc, c'est vraiment une approche très transversale et voilà, ça fait 15 ans que je travaille dans le numérique, je suis passé dans pas mal de structures, de la start-up au grand compte, sur différents métiers. Enfin voilà, donc une expérience assez riche et très variée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de contenu à vous donner. Donc, Anthony, Caroline, n'hésitez pas à me faire signe si je dépasse. On pourra après prolonger, si vous voulez, si certains ont le temps pour approfondir certains sujets. Et tout ce qu'on va voir là, en fait, c'est des sujets qui vont être creusés et mis en pratique pendant la formation dont Anthony parlait tout à l'heure, formation que j'animerai pour le coup. Donc,
Commençons par le commencement. Comme je disais tout à l'heure, c'était une méthode qui s'applique aux startups. Donc déjà, c'est quoi une startup? Il y a une définition d'un monsieur qui s'appelle Steve Blank, qui est un des parrains de la Silicon Valley. Lui, il décrit une startup comme une organisation temporaire qui recherche un modèle économique industrialisable pour permettre une croissance exponentielle. Donc tous les termes en gras sont importants et ce serait intéressant de creuser. On va plutôt se concentrer sur le dernier, là que j'ai mis en rose, la croissance exponentielle. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, dans nos business plutôt traditionnels, on a plutôt la croissance de gauche, linéaire, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs, mon nombre de clients, mon nombre de chiffres d'affaires grossit petit à petit dans le temps de façon assez progressive. La croissance exponentielle, voilà, c'est le fait de trouver les leviers pour exploser un peu les plafonds et acquérir de nombreux utilisateurs très rapidement, très facilement. Pour faire ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est plutôt à destination de start-up. Il faut avoir un modèle économique qui soit scalable. Scalable, c'est quand chaque nouvel utilisateur, en fait, rapporte davantage que l'utilisateur précédent. Je prends un exemple. Google, par exemple, la première requête qui a été tapée sur Google valait extrêmement cher pour Google parce qu'il y avait des années de R&D, beaucoup d'infrastructures à mettre en place derrière. Aujourd'hui, quand vous tapez sur Google, ça ne coûte plus rien. Le coût marginal est nul en fait pour Google. Netflix, pareil, les premiers utilisateurs, les premiers étaient très chers à produire. Maintenant, en fait, dès que vous rajoutez un utilisateur, il n'y a pas d'impact majeur sur leur infrastructure, sur leur modèle. Voilà. Le côté réplicable et profitable, donc là, ça s'applique plus aux startups. Je ne rentre pas dans le détail. Mais en tout cas, c'est... il y a Benoît Dujardin qui nous a rejoint et qui spamme le chat. Bonjour Benoît. Du coup, je disais, donc croissance exponentielle, un peu comme on retrouve sur les principaux acteurs, Airbnb par exemple ici. Et en fait, on se rend compte qu'Airbnb a commencé à voir sa croissance croître exponentiellement à partir du moment où ils ont une petite astuce, c'est-à-dire qu'ils ont recruté des photographes pour aller prendre en photo les locations qu'ils mettaient en place sur leur plateforme. Ça, c'est un autre exemple de gros hacking. En fait, c'est qu'ils ont trouvé la petite mécanique, le petit truc qui permettait en fait en l'occurrence, là, c'était d'améliorer l'expérience utilisateur, de rassurer leurs utilisateurs et de pallier à ce petit manque de confiance qu'il pouvait y avoir de la part du public sur ce nouveau marché. Et à partir de là, une fois qu'ils avaient passé ce gap-là, en fait, toutes les portes étaient ouvertes, ou presque. Du coup, le gros hacking, qu'est-ce que c'est? La définition dans les livres, on parle d'un ensemble de tactiques marketing qui vont permettre de booster la croissance d'une startup de manière exponentielle. Ça répond à ce qu'on se disait tout à l'heure. J'aime pas trop cette définition. Si on prend la traduction littérale, growth, c'est la croissance, et hacking, c'est le fait de pirater, de bidouiller. En fait, c'est pas ça, c'est pas une série de tactiques ou une série de hacks pour justement trouver des utilisateurs facilement. Le gros hacking, moi, je le définis plutôt comme ça, comme une méthodologie assez rigoureuse qui va consister à expérimenter et à recueillir des données et à tirer parti de la psychologie humaine. Là encore, tous les mots en gras sont importants. Méthodologie, expérimentation, la donnée et la psychologie. Et ça, on n'a pas besoin d'être une startup pour appliquer ce genre de choses. Voilà. Donc, on va rentrer dans le détail de tout ça. Mais en gros, le growth hacking se situe à l'intersection entre en haut de la programmation, de l'automatisation. Si on reprend le cas d'Hotmail tout à l'heure, ils avaient automatisé l'intégration de cette petite signature dans leur mail. Voilà, donc c'était de la programmation, de l'automatisation. C'était créatif, parce que personne ne l'avait fait encore jusque-là, et du coup, ça a eu l'effet viral escompté. Aujourd'hui, cette petite astuce qu'ils ont mis en place, vous l'avez retrouvée avec l'iPhone, et puis beaucoup de logiciels aujourd'hui qui utilisent ça, en fait, qui automatiquement mettent une petite signature. Ce qui était créatif et efficace il y a 15 ans, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être créatif et toujours innover. Et ensuite, l'analyse des datas, c'est la mesure, en fait, mesurer. Aujourd'hui, le digital offre ça, c'est qu'on peut mesurer et traquer tout ce qui se passe, en fait, sur les interfaces, nos parcours utilisateurs, etc. Et ça rejoint aussi le volet psychologie, c'est qu'il faut que vous connaissiez vos utilisateurs ou vos clients par cœur. Voilà. Il faut que vous sachiez ce qu'ils attendent, quelles sont leurs problématiques, vous mettre à leur place pour pouvoir répondre au mieux à travers du marketing créatif et de la programmation à leurs attentes. Plus simplement, voilà, c'est d'être dans cet état d'esprit. Donc ça, c'est l'état d'esprit Lean Startup. En gros, c'est être dans une boucle où vous allez apprendre. Enfin voilà, vous pouvez avoir une intuition, quelque chose comme ça, et du coup, vous inspirer de cette donnée-là, de cette inspiration-là, pour créer quelque chose, mettre en vie une idée.
incarner une idée, la créer, la proposer au marché et après une fois que vous faites ça, vous pouvez, bah, voilà, mesurer l'impact que ça a et au fur et à mesure, bah, utiliser ces données pour apprendre de nouvelles choses, renchérir et retravailler sur votre idée et cetera et cetera. Donc on est toujours dans cette démarche d'expérimentation et ça, c'est très important, d'autant plus, dans le contexte actuel, hein, où voilà, ce qui fait le succès des startups, c'est leur agilité et leur capacité en fait à redresser la barre et à pouvoir aller vite. Tout repose en fait sur ce schéma-là. Voilà, toujours d'être dans cette boucle d'apprentissage, de mesure et création. Donc voilà, si vous recherchez un petit peu sur Internet des articles sur le growth hacking, vous allez très rapidement tomber sur ça. Un framework, donc un framework, c'est une méthodologie, des outils. Le framework AARR, bon, AARRR, je vais revenir sur l'acronyme tout à l'heure. En gros, sur ces outils-là, aujourd'hui, la plupart des entreprises vont suivre que 3 choses. Leur nombre de visiteurs, je parle en ligne, hein, le nombre de visiteurs, de ces visiteurs, combien on a d'utilisateurs ou de clients, et le revenu généré. Et en fait, ces indicateurs-là ne nous aident pas forcément à optimiser les process et à optimiser les dispositifs qu'on met en place. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre ces différentes étapes. Donc en gros, la première étape quand on parle de, justement de growth hacking ou de voilà, sur le digital, c'est de cartographier le cycle de vie de votre utilisateur, de votre client, de votre prospect avec votre produit ou votre service. Et c'est là où rentre en compte le tunnel AARRR, donc AR, pour le premier A pour acquisition. Donc l'acquisition, c'est comment les utilisateurs viennent sur votre site, sur votre page d'atterrissage depuis les différents canaux. On parlera des canaux d'acquisition tout à l'heure. Le deuxième A, c'est l'activation. Comment on fait en sorte que un visiteur qui ne vous connaît pas ou peu, bah justement apprécie leur première visite et fasse un premier pas vers vous. Donc ils vont vous laisser une adresse mail, ils vont s'inscrire, ils vont créer un compte ou autre. Le premier R, c'est la rétention. Comment on fait en sorte que ces utilisateurs-là qui sont inscrits, qui ont montré des signes d'intérêt, reviennent. Et ensuite, les deux R, on peut les mettre dans l'un ou l'autre sens. Le referral, c'est comment on fait en sorte de générer du bouche à oreille. Voilà. Donc, pour faire en sorte que vos utilisateurs apprécient le produit pour en parler à leurs amis. Et enfin, le revenu, bah voilà, comment on dégage quelque chose, comment on dégage de l'argent avec tout ce dispositif-là. Donc, sur chacune des étapes, les questions auxquelles vous devez répondre, c'est OK, l'acquisition, comment les utilisateurs vous trouvent, comment on leur propose une super première expérience, comment on les fait revenir, comment on fait de l'argent, là j'ai mis dans l'autre sens, et est-ce qu'ils en parlent à leurs amis. Voilà. Et une fois qu'on a traité, qu'on a répondu, qu'on a imaginé des réponses à chacune de ces questions, eh ben on a déjà fait un premier grand pas dans tout ça. L'objectif en fait d'un marketeur ou d'un gros hacker, si on les appelle comme ça, c'est comment faire en sorte qu'un utilisateur passe d'une étape à une autre. Donc l'objectif, c'est bien de séquencer tout le parcours et d'observer ce qu'on va appeler les taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont fait une action comparé au nombre de personnes qui auraient pu la faire. Ça, c'est un des indicateurs les plus importants, je pense. C'est vraiment mesurer les taux de conversion entre chacune des étapes. J'ai un petit schéma et puis après, on aura des cas concrets sur différents types de business. Par exemple, là, donc j'ai quatre étapes qui sont affichées. Là, pour l'acquisition, donc je fais venir 1000 personnes sur une page web. J'en ai 10 qui vont activer, donc qui vont me laisser un email, qui vont se créer un compte ou autre. 10 personnes. Donc ça fait un taux de conversion, si je divise 10 par 1000, de 1%. Sur ces 10, il y en a 2 qui vont revenir une fois, et sur ces 2, il y en a 0 qui vont acheter mon produit, s'inscrire ou autre. En fait, le fait de séquencer ces différentes étapes et de regarder ces taux de conversion, bah, nous font dire que, OK, le problème, en fait, ici, il n'est pas forcément sur comment je vais faire en sorte d'avoir des utilisateurs payants. Je vais déjà comment faire en sorte de traiter ce goulot ici pour faire en sorte que ce 1% passe à 10. Et si je fais passer ce taux-là de 1 à 10, bah, du coup, mes 10 deviennent 100 et mes 2 deviennent 20. Et après, en fait, je pourrais commencer à me concentrer sur la problématique du revenu. Ça permet de prioriser, en fait, les différents sujets. Donc, ces différentes étapes-là, le fait de cartographier étape par étape et de mesurer combien d'utilisateurs passent d'une étape à une autre est super important. On va
J'ai trois cas d'exemple là à vous présenter. C'est des trucs très génériques. Vous pouvez essayer de les répliquer sur vos contextes particuliers à vous. J'ai le cas d'un e-commerce, le cas d'une application mobile et le cas d'un service B2B. Par exemple, mon parcours sur du e-commerce classique, ce serait la première étape, j'arrive à faire venir quelqu'un sur mon site. Donc j'ai une visite, du trafic sur mon site. Cette personne-là est qualifiée. C'est-à-dire qu'elle va passer du temps sur ma page, elle va regarder ma page d'accueil, elle va scroller, elle va cliquer potentiellement ou autre. Ensuite, elle va aller sur une page produit. Ensuite, de ma page produit, elle va ajouter le produit au panier, elle va l'acheter, elle va revenir plus tard pour faire une nouvelle visite et elle reviendra plus tard pour faire un nouvel achat. Donc, ce sera un acheteur fidélisé. Vous voyez, là, il n'y a pas forcément de technique, c'est juste du bon sens. Et en gros, l'objectif, comme on disait tout à l'heure, c'est de faire en sorte d'amener des personnes à la première étape, de les prendre par la main et de les faire descendre étape après étape, jusqu'où je veux les emmener. Et en gros, si on regarde des statistiques après, donc c'est le même cas que je montrais tout à l'heure, si j'emmène 1000 personnes sur ma page ici, donc ici on a le nombre de personnes à chaque étape, et ici on a le taux de conversion entre chacune des étapes. La variation, on s'en fiche un petit peu, et la dernière colonne, le pourcentage du total, ça nous montre que, en fait, sur le cas que je simule ici, sur la ligne achat, donc j'ai 1,1% des gens qui sont venus sur mon site qui ont acheté. Ça peut être un indicateur de référence, le nombre de personnes qui achètent, si je fais de la vente en ligne. Mais en fait, on se rend compte, OK, j'ai 1,1%, comment je pourrais augmenter ces 1,1%? Je peux très bien augmenter ces 1,1% en amenant ici 10 000 personnes plutôt que 1000. Ouais, j'aurai plus. Par contre, donc je vais multiplier ce chiffre-là par 10. Par contre, je ne multiplierai pas ce chiffre-là par 10. Voilà, ça va rester grosso modo dans les mêmes ordres de grandeur. Le fait d'avoir cette approche-là permet d'identifier ici, comme je disais tout à l'heure, les goulets d'étranglement. Et en fait, je vois qu'ici, entre ma page d'accueil et le fait que la personne soit une visite qualifiée, donc qu'elle passe du temps sur mon site, j'ai une grosse déperdition. Je perds 90% des personnes ici. Ok, ma priorité, ça va être déjà de corriger ce problème-là, de faire en sorte que l'utilisateur soit rassuré, de faire en sorte qu'il comprenne qu'il est au bon endroit pour faire en sorte que ce 10% se transforme en 70% et optimiser ainsi toute la suite de mon tunnel et de mon parcours. Donc là, c'est juste des exemples. Je ne vais pas rentrer forcément dans les chiffres, mais le fait d'avoir cette approche-là et le fait de mesurer la conversion à chacune des étapes vous permet en fait d'avoir un tunnel qui soit le plus adapté possible à l'expérience utilisateur que vous proposez. Avec l'expérience et le recul, en fait, on arrive à voir grosso modo si les pourcentages sont bons ou pas bons. Mais en tout cas, là, celui-ci était flagrant pour le coup. Le 10% par rapport à la visite qualifiée. Tout ça pour dire qu'en fait, tant que ce parcours-là n'est pas optimisé, ça ne sert à rien en fait d'imaginer ou de payer pour avoir du trafic supplémentaire et donc d'apporter plus de monde en haut de cet entonnoir-là. Je parle d'entonnoir parce qu'il faut vraiment voir ça comme de 1000 personnes, on passe à 100, puis à 89, puis à 71, etc. Mais ça sert à rien d'amener plus de personnes si j'en gâche, entre guillemets, la majeure partie. Donc l'objectif, c'est vraiment d'optimiser ça avant d'avoir des actions qui vont permettre de drainer du trafic beaucoup plus qualifié. Sur le cas d'une application mobile, ça pourrait être je visite la page de l'application sur l'App Store ou Google Play, je télécharge l'application, je m'inscris pour utiliser le service, j'utilise une des fonctionnalités clés de l'application. Par exemple, si je pense à Uber, ça pourrait être je commande une course. Si c'est Instagram, je partage une photo. Je reviens utiliser l'application et je l'utilise toujours à J+50. Ce sujet-là de la rétention sur les applications mobiles, elle est clé. En fait, on a tous plein d'applications sur notre téléphone qui ont été utilisées une fois et qui pourrissent un peu au fond de notre téléphone. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces cas-là. Et de la même manière, on peut avoir la même approche avec le taux de conversion, etc. Et pour un business un peu plus classique, sur un service B2B, par exemple, la personne vient voir votre site web, c'est une visite qualifiée, on peut estimer que si elle va voir une deuxième page ou une troisième page, ou si elle scrolle toute la page d'accueil, ou si elle passe, pareil, plus de 30 secondes, une minute sur votre site, ou qu'elle regarde le blog, ou que sais-je, elle va demander une démo, peut-être. Elle va peut-être laisser son email pour que vous puissiez la recontacter. Vous allez organiser la démo, vous allez envoyer un devis ensuite. Il va y avoir une transaction commerciale. Il sera toujours abonné après 6 mois. Enfin bref, après, ça va adapter en fonction de votre situation. Et là, de la même manière, en fait, on peut avoir la même approche, toujours pareil, et identifier les failles en fait dans le parcours. Ici, si je regarde ça, je vois, voilà, encore pareil, comme tout à l'heure, j'ai 40% de personnes qui passent à l'étape 2. Bon, c'est pas beaucoup en fait, et ça, c'est facilement optimisable à travers du design, à travers du parcours, à travers des messages un peu mieux positionnés. Donc
Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, la méthodologie que je présente là, on n'est pas obligé d'être une startup, on n'est pas obligé de s'adapter, de s'adresser à des masses de population. En fait, ça s'adapte à nos business à nous, plutôt traditionnels. Et en fait, ce que vous voyez à travers tout ça, c'est la mesure. C'est voilà, si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'améliorer. Et quelque chose qui est super important dans le digital, c'est vraiment d'implémenter cette mesure-là, d'avoir le détail de ce que font les gens, de où ils partent, ce qu'ils voilà. Et on va parler maintenant d'indicateurs. Donc, outre les taux de conversion que vous pouvez avoir entre chacune des étapes de vos parcours, il y a quelques indicateurs qui sont intéressants. Il y en a plein, mais je vais m'attarder juste sur 3. Il y a le coût d'acquisition client. C'est l'ensemble des dépenses qui sont allouées à l'acquisition de nouveaux clients, divisé par le nombre de clients acquis grâce à ces dépenses. Imaginons, vous faites une campagne, vous dépensez 1 300 € de campagne publicitaire, donc sur AdWords, Facebook, ou même un encart dans la presse, hein, ça peut être ça. Pour faire ce truc, cette campagne, vous avez eu 500 € de publication de contenu sur votre site, vous avez eu 200 € de création graphique, enfin bref, ça vous fait un budget au total de 2 000 €. Grâce à ces 2 000 €, vous avez réussi à choper 10 nouveaux clients. Le coût d'acquisition, c'est 2 000 divisé par 10, 200 €. Et en fait, cette notion de coût d'acquisition, elle est super importante parce qu'on va pouvoir après l'intégrer dans le petit tableau que je vous montrais juste avant. Et ça va nous permettre de mesurer l'efficacité des canaux d'acquisition. Là, je prenais un exemple où j'ai parlé de presse, mais ça peut être voilà, faire de la publicité sur Facebook, ça peut être faire de la publicité sur Google, ça peut être travailler son référencement naturel. Bref, tout ça pour dire que ce coût d'acquisition est clé. Voilà. Le total des dépenses divisé par le nombre de clients acquis. C'est plutôt simple. Ensuite, celui-ci, il est un peu particulier aux startups. Hein, c'est le revenu moyen en fait généré avec un utilisateur. Donc ça marche très bien quand on parle d'abonnement à des services en ligne ou même d'abonnement tout court. Ça s'applique peut-être moins à d'autres choses. En tout cas, celui-ci peut être intéressant. Et il y en a un autre surtout qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la lifetime value, la valeur sur toute la vie du client. C'est le revenu que vous allez générer avec un client durant toute son existence avec votre produit ou votre service. C'est le revenu moyen, évidemment. Et en gros, là, j'ai repris le cas avec la RPU dont je parlais juste avant. Si la personne paye 40 € par mois pour s'abonner à mon service, qu'elle reste abonnée pendant 2 ans, donc 24 mois, du coup, sa valeur, le revenu total qu'il va me générer, va être de 960 €. Donc, ça, c'est important. Et après, un autre indicateur important, c'est le ratio entre le coût d'acquisition du coût et la lifetime value. Donc, c'est quand je divise les deux, ça me donne une notion de, OK, est-ce que ce canal-là et est-ce que mes coûts d'acquisition sont efficaces, sont rentables? Donc là, si je divise mes 960 par mes 200, j'arrive à un ratio de 4,8, ce qui est plutôt bien. Il ne prend pas en compte toutes les dépenses, toutes les charges, et là, c'est vraiment très spécifique à chaque entreprise. Mais ça, c'est des indicateurs qui sont très utilisés dans les startups. Et dans les startups, il faut plutôt se positionner autour d'un ratio à 3. Voilà. Et on est plutôt efficace là-dessus, mais encore une fois, ça dépend vraiment de votre contexte et votre situation. Bref, donc en fait, les deux indicateurs clés, c'est coût d'acquisition et lifetime value. Si je réplique ça en fait sur les tableaux de tout à l'heure, donc en fait, là, vous pouvez faire des captures et puis de toute façon, il y aura la vidéo, hein, mais en gros, ici, si je remonte pour avoir un client, en fait, un client qui paye mon service ici, qui achète un produit, pardon, en fait, si je remonte tout ça avec des petites formules mathématiques, ça veut dire que pour avoir un client, il faut que je ramène 94 visiteurs sur mon site. Voilà, c'est mathématique. Ce chiffre-là diminue si j'arrive à optimiser tout mon tunnel. OK. Donc, pour faire venir un utilisateur, donc là, après, ça, si on prend les régies pubs comme Facebook, comme Google ou autres, on a des vues très, très fines sur les coûts d'acquisition, etc. Donc, si le fait qu'une personne clique sur ma pub sur Facebook me coûte 1,50 €, je sais que si je fais 1,50 € fois 94, c'est-à-dire que pour avoir un nouveau client, il faudra que je paye 140 €. Voilà, je fais le 94 fois le 1,50, ça fait 140,50 €. Si j'ai une valeur client de 500 € tout au long de sa vie avec moi, du coup, j'ai un ratio de 3,56, je divise les deux valeurs. Tout ça pour dire, là, c'est plutôt satisfaisant. Mais tout ça pour dire qu'en fait, à partir de là, une fois que vous avez fait ce tableau, vous allez pouvoir tester les différents canaux d'acquisition en appliquant ici le coût par clic ou le coût d'acquisition et voir si le canal est viable, si le trafic est qualifié, etc. Si je mène l'exemple sur les deux autres
exemple que j'avais tout à l'heure. Donc là, on se rend compte que c'est catastrophique. Voilà, c'est avec un coût par clic de 1 euro, il faudrait que j'ai 381 clients. Voilà, ça me coûte 380 euros pour avoir un client payant. Si je fais une application qui coûte 2,99 €, mon modèle économique est acheté à la poubelle. Bref, en tout cas, ça donne des enseignements intéressants et ça me dit qu'il faut peut-être changer de stratégie. Et pour le cas du service B2B, on va être sur des coûts par clic un peu plus importants parce qu'on est sur des paniers moyens beaucoup plus importants potentiellement. Mais en fait, j'ai la même logique. Si je remonte, là, je fais 27 fois 15, ça me fait mon 408. Et du coup, je calcule mon ratio qui est ici assez faible. Donc là, les pistes, c'est soit je peux essayer de diminuer mon coût d'acquisition, soit je peux essayer d'augmenter ma valeur client en proposant des produits plus chers ou alors en les fidélisant un peu plus. Mais en tout cas, j'ai une vue chiffrée de tout mon parcours et de ce que ça me coûte d'acquérir des nouveaux clients. En fait, c'est mathématique et il faut, en fait, aujourd'hui en ligne, enfin, le trafic ne vient plus par hasard, en fait. On le verra juste après, je vais faire c'est la section d'après, mais on va parler de tous les canaux d'acquisition, c'est-à-dire de toutes les façons que vous avez aujourd'hui pour faire venir du monde sur vos sites. En fait, il n'y a plus rien de gratuit, ça demande du temps, et si c'est pas des canaux payants ou de la publicité où vous allez payer pour faire venir des gens, ce sera du temps à y passer ou des prestataires à embaucher pour pouvoir faire le job de SEO ou autre. Donc voilà, il faut toujours avoir cette vue en fait que faire venir du monde sur vos interfaces, sur vos sites, sur votre page d'accueil, etc., coûte potentiellement de l'argent. Voilà. Et là, ce qu'on fait en fait, c'est comment on peut mesurer tout ça et, et mesurer l'efficacité ou le coût ou la rentabilité de chacun des canaux d'acquisition. Du coup, les canaux d'acquisition, on va en parler rapidement. Le canal, comme je disais juste avant, donc c'est un endroit où vous ramenez des clients ou des prospects. Il y a différentes typologies de canaux. Il y a des canaux payants sur la droite. Canaux payants, c'est tout ce qui va être publicité, sponsoring, affiliation. Je vais rentrer dans le détail juste après. Les canaux gratuits ne sont pas gratuits, en fait. C'est juste que vous ne payez pas à la performance. Je parle du contenu, donc avoir une stratégie de référencement naturel, par exemple, travailler sur les réseaux sociaux, avoir une démarche commerciale avec des vendeurs sur le terrain ou autre, faire des relations presse, etc. Ces canaux-là, quand vous commencez à investir du temps dessus, en fait, ils vont porter leurs fruits dans le temps. Par exemple, le contenu SEO, si vous travaillez et que vous produisez beaucoup d'articles à une grosse récurrence, enfin voilà, une grosse fréquence, ces contenus-là, en fait, vont continuer à vous rapporter du trafic, même quand vous arrêterez de produire du contenu. Voilà, ils vont produire dans le temps. Le coût de la pub qui est juste à côté, en fait, à partir du moment où vous arrêtez de payer Google ou Facebook ou d'autres régies pour afficher vos publicités, il n'y a plus rien qui rentre. Voilà la petite nuance sur le gratuit et le payant. J'ai juste balayé là, en fait, les canaux d'acquisition, aujourd'hui, on en dénombre une petite vingtaine. On va faire le tour rapidement. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vais juste prendre quelques exemples parce que voilà, il y aurait fort à dire là-dessus sur tout ça. Le premier, ce qu'on appelle le SEM, Search Engine Marketing, ça va être tout ce qui va être la publicité sur les moteurs de recherche. Là, je pense principalement à AdWords. Hein. Quand vous tapez une requête sur Google, vous avez les résultats naturels qui arrivent et vous avez des annonces payantes. Donc, en fait, c'est sur un mot-clé, vous allez afficher une publicité, une annonce, et quand la personne clique dessus, vous payez. Ça, premier canal. Très intéressant parce qu'on peut l'activer très facilement. On a la force de frappe de tout le public qui utilise Google là-dessus. Par contre, dès que vous arrêtez de payer Google, vous n'avez plus de trafic. La publicité en ligne, c'est un petit peu différent. Ce que j'appelle le display, ça va être, vous allez sur l'équipe ou vous allez sur Le Monde ou autre. Là, il y a des encarts qui s'affichent avec des publicités. Donc là, c'est assez classique. Hein, et voilà. La publicité en ligne, c'est toute la publicité plutôt traditionnelle, dans la PQR, dans la rue, etc. Le référencement naturel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est essayer de se positionner sur des requêtes que vont taper vos internautes. Donc là, il y a un gros travail de production de contenu, d'articles pour répondre à des sujets qui intéressent votre cible. Donc là, c'est un travail de fourmi, de longue haleine, mais qui est super intéressant parce que lui, il porte ses fruits très longtemps dans le temps. Mais il est moins efficace tout de suite, en fait. Hein. Une stratégie de référencement naturel, elle met beaucoup de mois avant de payer. Le marketing de contenu, c'est un petit peu différent, mais quand même assez lié. Le marketing de contenu, en fait, c'est
c'est vous positionner en tant qu'expert sur un sujet. C'est-à-dire, plutôt que de répondre forcément à des requêtes que vont taper les internautes, c'est vous prenez la parole sur votre secteur d'activité et vous allez, entre guillemets, évangéliser, apporter beaucoup de contenu de très, très bonne qualité, que ce soit en vidéo, que ce soit en infographie, en texte. Donc, ça va servir aussi le référencement naturel, mais c'est vraiment pour montrer apporter une voix d'expert sur un sujet. Qui peut être, et ça, c'est très bien vu et c'est très tendance aujourd'hui. Les partenariats. Les partenariats, c'est le fait de faire des partenariats avec des acteurs majeurs de votre secteur d'activité. Si on replaque là côté startup, je pense à PayPal par exemple qui s'était associé, qui avait fait un partenariat avec eBay. Voilà, en fait, c'est comme ça que PayPal a réussi à sortir du lot, à devenir le moyen de paiement de référence quasiment à travers le monde à l'époque. L'email marketing fonctionne très bien aussi. C'est un canal qui est très efficace. Donc, le fait de faire soit de l'emailing en masse ou alors des démarches de mail de prospection un peu plus travaillées. En fait, aujourd'hui, c'est intéressant parce que l'email marketing, c'est votre audience, c'est votre possession, entre guillemets. Là, en fait, quand vous faites de la pub sur les réseaux ou Facebook ou autre, vous êtes dépendant des plateformes tierces sur lesquelles vous effectuez votre publicité. Là, l'email marketing, c'est votre audience à vous. Vous avez la main dessus et ça ne change pas. Donc, c'est intéressant. Alors, le guest blogging, c'est le fait de prendre la parole sur des médias de référence autour de votre secteur d'activité. Donc, voilà, vous êtes un expert, vous allez aller parler sur un site de notoriété autour de votre expertise. La vente directe, c'est le fait d'avoir des commerciaux sur la route et qui vont aller faire des démos, qui vont aller faire du rendez-vous client. Donc, ça coûte très cher, mais c'est très efficace. L'affiliation, ça c'est principalement digital, c'est le fait de confier la vente de vos produits à des tiers, en fait. Ce que fait bien Amazon. Amazon a un programme d'affiliation, en fait, où, par exemple, je peux très bien faire un article vous vantant les mérites d'un nouveau téléphone ou autre. Je renvoie un lien vers Amazon. Et si la personne qui vient de mon article achète le produit sur Amazon ou même un quelconque autre produit sur Amazon, du coup, Amazon me commissionne sur la vente que je lui ai fait réaliser. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Ça, c'est un canal qui est assez peu utilisé dans nos modèles traditionnels, mais qui peut être très efficace, en fait. Vous confiez la vente à quelqu'un d'autre. L'utilisation de plateformes, donc là, au sens plateforme tierce, comme Facebook, comme Twitter, comme l'App Store ou autre. Là, c'est comment surfer sur le succès d'une plateforme tierce pour pouvoir développer votre notoriété. Spotify, par exemple, l'avait fait avec Facebook en s'associant là quand Facebook avait sorti son mur il y a longtemps, hein, mais en fait, dans la présentation en grande pompe de Facebook, il y avait le plugin Spotify qui était là et qui montrait ce qu'écoutaient mes amis. Donc voilà, ils avaient profité de cette aubaine-là pour développer leur notoriété. Mais ça s'applique un peu moins à nous pour nos entreprises plus traditionnelles. Le développement d'outils gratuits, c'est sur votre métier. Vous pouvez peut-être développer des petits outils qui peuvent faciliter la vie de vos clients autour de votre secteur d'activité. Je pense à HubSpot. HubSpot, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit logiciel de CRM, un logiciel de CRM assez puissant en fait qui permet de faire pas mal d'actions de relations clients et autres. Et en fait, par exemple, ils ont développé un petit outil pour générer une signature de mail super propre. Vous tapez email signature générateur sur Google et vous allez tomber dessus. En gros, c'est complètement gratuit, mais par contre, en faisant ça, HubSpot récupère mon mail et puis après, ils vont commencer à m'envoyer des mails, etc. et avoir des campagnes un peu plus ciblées sur moi. Donc ça peut être très intéressant. Le fait de participer à des salons, c'est beaucoup moins d'actualité maintenant, mais ça peut fonctionner dans certains cas. Le fait de participer à des événements ou des meet-up, donc c'est des choses un peu plus... c'est de l'événementiel, pareil, donc ça n'a plus trop la cote aujourd'hui, mais voilà, ça peut être l'occasion de réseauter et autres. Le fait d'être speaker, de prendre la parole, comme je le fais par exemple aujourd'hui, ça peut être intéressant pour avoir de la visibilité, de la notoriété. Le fait de créer des communautés autour de votre marque, autour de votre produit et de votre service. Aujourd'hui, il y a tout un modèle là, qui se développe il faut payer pour appartenir à des communautés d'experts ou autour de métiers, pour avoir du contenu un peu premium. Donc ça se développe de plus en plus. Et vous pouvez développer des communautés autour de vos produits et de vos services. Le marketing viral. Le marketing viral, c'est un peu le coup d'Hotmail qu'on a vu en introduction, où on pourrait prendre aussi l'exemple de Dropbox, la solution de partage, de stockage en ligne, qui en fait
pour que je puisse bénéficier, moi, de plus de gigas de stockage, en fait, faut que j'invite des amis à utiliser le service. Donc voilà, là, on retombe sur ces mêmes mécaniques virales qui m'incitent à en parler autour de moi pour profiter encore plus du service. Les relations presse sont toujours d'actualité, fonctionnent toujours autant et peuvent être intéressantes. Et tout ce qui est relations presse non conventionnelles, donc c'est ce qu'on appelle faire le buzz un petit peu. C'est comment essayer de comment dire, attirer l'attention des médias traditionnels en faisant des actions marketing qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Bon là après ça c'est peut-être plus réservé à des plus grands comptes. Bref. Une fois qu'on a vu le panorama de tout ça, donc comme je disais, il y en a plein, et il y a plein de choses à faire, c'est comment faire son choix dans tout ça. Plusieurs critères qui vont rentrer en compte. Le coût, le ciblage, c'est-à-dire, OK, est-ce que les personnes qui m'intéressent, mon audience, ma cible, sont accessibles à travers ces canaux-là? Le volume, c'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir suffisamment de volume pour que ce soit intéressant que j'investisse de l'argent dedans? Et le format. Alors là, je vais vous apporter un petit peu de matière pour que vous puissiez voir plus clair. En gros, si vous ciblez des particuliers, les canaux, et en fonction de ce que vous faites, donc si vous faites de l'e-commerce, de l'application mobile, des applications web, ou si vous avez une boutique physique, voilà les canaux qui peuvent bien marcher. Encore une fois, là, il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que ça dépend vraiment de votre contexte. Mais en gros, voilà, si vous faites de l'e-commerce, aujourd'hui, Instagram, Facebook marche très bien. Les contenus et la relation presse aussi. Et après, il y a d'autres cas, Pinterest, Google Shopping ou l'AdWords peut fonctionner aussi. Sur les applications mobiles, on va plus être sur les régies publicitaires vraiment orientées mobile, c'est très spécifique. Sur l'application web, Facebook, Google. Je reviendrai un peu tout à l'heure sur Facebook et Google. Et la boutique physique, voilà, Facebook Ads, Google aussi avec son outil My Business là, qui permet d'avoir un peu plus de visibilité locale. Enfin bref. Si vous ciblez des entreprises, en gros, une petite matrice comme ça, soit vous êtes sur un marché de masse, soit vous êtes sur un marché de niche. Et après, il y a aussi l'autre critère, c'est soit le revenu que vous générez par utilisateur est faible ou important. Et à partir de là, en fait, vous pouvez déjà vous orienter sur l'une ou l'autre des stratégies. Si vous avez des revenus par utilisateur faibles, en fait, vous allez plutôt vous concentrer sur des canaux qui vous coûtent pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les contenus, le référencement naturel. Ça, c'est des canaux qui peuvent être efficaces parce que vous allez, vous allez investir du temps, un peu d'argent, mais en tout cas, cet investissement-là va porter ses fruits dans le temps. Vous pouvez faire un peu d'AdWords, mais là, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous arrêtez de payer AdWords, vous n'avez plus de trafic. Donc, c'est quelque chose de moins pérenne pour le coup. Parrainage peut marcher. Sur des marchés de masse, voilà, les contenus, Facebook, Google toujours. Et le fait d'avoir des commerciaux terrain, là, pour le coup, ça peut justifier l'investissement. Si vous êtes sur un marché de niche, du coup, voilà, les commerciaux, la génération de leads en ligne aussi fonctionne bien. Génération de leads, en fait, c'est que vous allez essayer de capter des adresses mail, des profils, donc à travers des campagnes, de la même façon, sauf qu'au bout, vous ne vendez pas un produit, vous récupérez juste un mail que vous allez après activer avec un commercial. Donc ça peut marcher. Et si vous êtes dans cette case-là, dans la case, alors je ne sais pas si vous voyez quand je bouge ma souris, la case en bas à gauche, voilà, si vous avez un revenu faible sur un marché de niche, il faut peut-être revoir le business model parce que ce sera difficile, merci Benoît, ce sera difficile de rentabiliser l'acquisition payante ou des démarches commerciales. Juste quelques chiffres là sur tous les canaux qu'on évoque là. Ça, c'est les coûts par clic et les audiences françaises des principales plateformes. C'est très, 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 très variable. Franchement, ça dépend du secteur et de ce que vous vendez. Et LinkedIn, je ne sais pas si c'est à jour parce que ça, c'est les derniers chiffres que j'avais. Je ne sais pas là, parce que ça se développe de plus en plus. En tout cas, on voit que voilà un clic. Donc un clic, c'est le fait d'avoir une personne qui clique sur une annonce et qui va arriver sur votre page. C'est pas le fait d'avoir une personne qui va acheter votre produit ou votre service. Donc voilà, il peut varier de 30 centimes à 30 euros. Donc et encore sur AdWords, ça peut monter. Enfin, j'ai vu des coûts d'acquisition à 130, 140, 150 euros sur des marchés très très premium. En tout cas, ça vous donne une notion de, voilà, pour faire venir une personne sur votre site, il faut dépenser de l'argent à travers ces canaux-là. Il faut dépenser de l'argent et c'est pas gratuit. Et après, vous avez aussi les audiences. Alors, les audiences, il y a la taille et le volume d'utilisateurs. Donc, c'est en France, c'est par mois.
Il y a aussi surtout le public qui va se retrouver derrière. J'ai pas mis TikTok par exemple, mais c'est une plateforme qui est très très prisée par les jeunes aujourd'hui. Voilà, vous n'allez pas, si vous êtes une entreprise dans le B2B qui s'adressait à des grands comptes dans le CAC 40, vous n'allez pas utiliser TikTok pour communiquer tout de suite, je pense. Bref, donc c'était juste quelques chiffres pour vous orienter un petit peu là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a vu tous les canaux et une fois qu'on a une vague idée de ces coûts d'acquisition, en fait, il y a une méthode pour réussir à structurer cette démarche, et c'est pour ça que j'avais ce schéma tout à l'heure en mode en roue, là. En gros, la méthode, elle va se passer en 3 temps. Vous avez tout ça, et l'exercice que vous pouvez faire à travers cette méthode, c'est sur chacune des entités que j'ai là, en fait, vous pouvez imaginer, OK, moi, dans mon contexte, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire en publicité sur Google, par exemple? Bon, ça, c'est facile, je pourrais cibler telle requête, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire? À quel événement je pourrais participer? En fait, vous posez la question de, OK, qu'est-ce qui serait potentiellement faisable dans votre cas sur chacune de ces briques? Une fois que vous avez fait ça, en fait, ce framework, là, cet outil-là s'appelle le bullseye. C'est comme la cible quand vous jouez aux fléchettes. En gros, vous allez passer sur le cercle à l'intérieur, le cercle blanc, et là, vous allez dire, OK, là, sur tout ce que j'ai mis là, en fait, les 6 ou 7 canaux qui me semblent les plus pertinents et qui ont le plus de potentiel pour moi, ce serait celui-ci, 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 celui-ci. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez en tester 3. Vous n'allez pas tester, faut pas essayer d'aller partout, en fait, parce que aujourd'hui c'est trop compliqué d'être partout et ça n'a pas forcément de sens. Mais en tout cas, vous identifiez les 7 qui ont le plus de potentiel, donc le cercle blanc, et ensuite sur ces 7, vous allez en tester 3. Donc tester 3, c'est quoi? C'est peut-être commencer à intégrer, à mettre en place une stratégie de contenu pour faire du référencement naturel. Ça va être à faire un peu de Facebook, par exemple, et faire un peu de Google pour commencer. Donc il faut investir un petit peu de budget dessus. Et en gros, vous testez ça, vous le faites pendant 1 mois, vous faites l'expérimentation. Ça marche pas. OK, ce qui marche, je mets plus d'argent dessus. Ce qui ne marche pas, tant pis, je le sors et je teste un des 7 autres que j'avais jugé potentiel mais que je n'avais pas priorisé. Et ainsi de suite, en fait. Et ça permet d'avoir une approche beaucoup plus rationnelle et ça évite de s'épuiser à essayer d'être partout, à courir les salons, à faire du marketing viral, à essayer de faire un peu de relations presse, parce qu'en fait, vous allez tout faire, mais vous allez tout mal faire. Voilà, plutôt se concentrer sur 3 sujets. Et en fait, en faisant ça, vous allez en voir un qui marche très bien. Donc celui-ci, ça va être votre vache à lait, entre guillemets, le canal qui marche bien. Et les 2 autres, vous allez tourner après sur 2-3 autres où vous allez expérimenter tout le temps dans le temps. Donc voilà, ça c'est une méthode qui peut être intéressante. Je regarde juste l'heure, il est quelle heure? 46, ouais. Ouais, il y a une quinzaine de minutes. Donc si on veut laisser un petit peu de temps aux questions-réponses. Alors, j'avais toute une partie sur. C'est super intéressant et je pense que tout est hyper important, mais. En fait, alors juste par rapport à ça, j'ai pas la slide, je crois que je l'avais mis, mais je l'ai pas mis dans un support, parce que on parle aussi beaucoup alors vous l'avez peut-être entendu parler, d'A/B testing, le fait de tester différentes versions. Donc c'est l'étape d'après, et ça permet justement d'optimiser une page d'accueil, un message sur une pub. Aujourd'hui, tous les outils digitaux permettent de faire ça, c'est-à-dire que vous allez tester un message, vous allez tester la couleur d'un bouton, vous allez tester. Donc là, c'est plutôt du peaufinage, on va dire. Quand vous en êtes là, c'est plutôt bien, donc je vais pas m'attarder dessus. Si aujourd'hui, vous vous posez les questions de savoir, OK, comment faire, donc il y a cette méthode-là qui est déjà intéressante. Et après, les conseils que je pourrais vous donner, c'est toujours de commencer à planter une graine en SEO, c'est-à-dire de produire un petit peu de contenu de qualité pour vous positionner. Ton micro bug. Léo. Alors, ton micro a bugué. Toujours pas. Non, on t'entend toujours pas. Ton micro est noté comme coupé sur ton ordinateur. Ça fait du bien, hein. Putain, qu'est-ce qu'il est bavard. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ah non. Il y a un décalage. Est-ce que vous m'entendez? Enlève ton doigt de ton écouteur. Est-ce que c'est bon, non? Oui ou non, du coup? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Okay,
Ouais, du coup, je disais, les quelques conseils que je pourrais vous donner, ce serait donc d'investir un petit peu en SEO, de commencer à poser les premières bases, et après d'aller sur des plateformes comme Google ou comme Facebook pour justement tester un peu de publicité en ligne et voir combien ça peut vous coûter de générer un peu de trafic qualifié. C'est assez simple et il y a plein de tutos en ligne, hein, pour faire vos premières campagnes. Après, si vous avez besoin de passer à la vitesse supérieure, vous pourrez vous faire accompagner. Mais en gros, il faut savoir que Google, il va se positionner plutôt sur des requêtes, sur des gens qui ont un problème auquel vous pouvez répondre. Parce que quand je suis sur Google, je vais taper une requête, outre le fait que Google me connaisse un peu par cœur, mais je vais être dans une démarche plutôt active. Voilà, je recherche comment mieux communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc là, on peut très bien positionner une annonce, une publicité qui répond à cette requête-là. Sur Facebook, c'est un petit peu l'inverse. Sur Facebook, en fait, on va plutôt cibler des profils. C'est-à-dire, on va pas chercher des gens qui sont dans une démarche active, mais on va cibler des gens qui correspondent à des gens qui pourraient vous intéresser. Donc, voilà, pour vous aider à faire le choix entre ces deux plateformes-là, voilà, est-ce que vous positionnez en réponse à une problématique ou est-ce que vous vous positionnez comme quelque chose qui répond à une audience, un profil type en particulier? Les deux sont complémentaires, hein, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Et puis après, c'est vraiment sur les conseils de bien avoir toute votre cartographie du parcours utilisateur qu'on voyait tout à l'heure, de mesurer tout ça, et puis de tester en fait et de voir l'efficacité de vos actions, voir si ça marche, et voir quel canal justement draine le plus de trafic qualifié au coût le plus intéressant. Il Donc y a, voilà. il y a une question de Nico qui demande si tu payes pour du Google AdWords, Google a tout intérêt à te saquer ton SEO pour que tu continues à payer du AdWords. Ouais, ça c'est une légende. Alors je sais pas si c'est en fait, enfin j'ai souvent entendu ça. Euh, je suis pas convaincu en fait. Enfin ça c'était peut-être un peu le cas au début. Je l'ai pas constaté en fait. C'est vraiment des stratégies. Et après quand on va à fond sur AdWords, en fait il faut avoir une stratégie SEO qui tient la route derrière. Euh, et d'autant que en plus aujourd'hui sur du référencement naturel, Google, comment dire, c'est plus là où il est malin. En fait, à travers les outils de suivi analytique qu'on peut utiliser, je pense à Google Analytics par exemple, qui vous donne en fait toutes les statistiques des gens qui viennent sur votre site, d'où ils viennent, etc. En fait, depuis plusieurs années, Google a masqué les mots-clés que les gens tapaient dans les moteurs de recherche, ceux qui viennent naturellement. Et en fait, pour avoir cette information-là, en gros, on peut l'avoir qu'à travers Google AdWords, où là, on sait exactement ce qu'ont tapé les gens avant de cliquer sur vos annonces. Donc, je pense que les deux sont complémentaires. Je pense pas que Google joue à casser le SEO des gens, enfin des entreprises qui font plus d'AdWords. Voilà, je pense pas. D'autres, alors voilà, j'ai été assez rapide. Après, ouais, j'avais d'autres exemples, mais je préfère passer aux questions-réponses si vous en avez. Il reste 10 minutes. Euh, alors, Fabrice, tu dis aucune citation sur le display, comptez uniquement sur les réseaux sociaux, ne me paraît pas très évolué. Comment ça? Tu peux prendre la parole du coup pour. Oui, c'est vrai que c'est plus simple. Non, parce que c'est vrai que tu parles beaucoup des réseaux sociaux, tu parles beaucoup des canaux évidemment traditionnels, Ouais, tu cites effectivement publicité en ligne, ouais, mais en fait, il n'est jamais mis en comparaison avec les canaux qu'on connaît tous par cœur, qui sont effectivement les réseaux sociaux. Et encore, je mettrais Google sur un autre point, parce que Google, c'est du référencement avant tout. Donc Google, c'est ouais. indispensable. Si tu veux pas être tout seul dans ton coin, Mhm. il vaut mieux être bien référencé, sinon tu n'existes pas sur la toile. Mais le canal display est quand même un canal. Bon, évidemment, hein, c'est mon canal, hein, c'est sûr, c'est celui que je vends aujourd'hui, mais en tant qu'aussi expert du web, je me dis, le display permet justement de populariser ton offre parce qu'en très peu de temps, tu vas générer des clics, parce que c'est ça le Mhm. sujet, générer des clics qui deviennent des visiteurs sur le site. Et ça, pour le coup, c'est un élément. Alors, je dis pas que ça va faire des clients, hein, ça c'est l'éternel problème qu'on a, c'est que on n'a pas trouvé encore la bonne ficelle pour avoir des conversions magnifiques. Mais en tous les cas, la conversion magnifique, elle se fait pas uniquement par le canal, elle se fait par la qualité de l'offre et par la qualité Oui. de la réception sur la landing. Ça, on le sait. Mais tu n'en parles très peu et tu ne fais pas de comparaison. Ouais, bah alors en fait, après le display pour moi c'est un canal comme un autre pour le coup, qu'on peut, alors qu'à l'avantage qu'ont pas forcément la publicité traditionnelle, c'est qu'on peut le mesurer, on peut mesurer ce trafic-là. En fait, du display sur des médias ou sur des offres qui sont dans les centres d'intérêt de ton audience, en fait, peut être tout aussi efficace qu'une campagne sur AdWords ou autre. En fait, il faut vraiment trouver des médias un peu de niche. Alors après, je sais pas comment tu pratiques toi du coup, mais en gros, ça peut
enfin, le display a longtemps été utilisé pour faire de la notoriété. Aujourd'hui, les taux de conversion et les taux de clics sont très, très, très faibles sur les principales médias mainstream, on va dire. Après, aujourd'hui, je pense que le display, moi, a du potentiel sur des médias peut-être un peu plus ciblés, un peu plus de niche, mais pour le coup, tu vas pouvoir avoir un affichage et une audience qui sont vraiment très qualitatifs par rapport à ce que tu proposes, ce que tu produis. Et pour le coup, tu peux avoir des taux de conversion qui sont quand même super intéressants, à des coûts super intéressants aussi. Donc, ça fait partie des choses à tester. Et en fait, on peut utiliser la petite méthode que je disais tout à l'heure pour tester ça et le mettre dans la machine à expérimenter, en fait. En fait, la différence, c'est que moi, je propose de faire non pas du contextuel, mais de faire du ciblage géolocalisé, ce qui fait toute la force de l'offre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles à une entreprise du Poitou, elle n'a pas forcément envie de s'adresser à l'intégralité de la France. Elle veut s'adresser justement à sa zone de chalandise, à sa zone locale, en fait. Et pour faire ça sur des réseaux sociaux, ça coûte assez cher. Et de faire ça sur du display, c'est compliqué, mais on est là pour ça, justement. Et là, on est dans une catégorie où on va cibler tout le monde, on n'a pas de data, sur des sites nationaux, donc des gros sites, donc genre le Figaro, Le Monde, etc. Et le clic va du coup va créer en fait le segment d'audience. Parce qu'en fait, si tu as cliqué, c'est qu'à la fois, évidemment, tu es bien sur la zone et qu'ensuite, tu as une appétence avec le sujet. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, nous, on est vraiment positionné sur le fait qu'une offre régionale ne peut pas s'adresser au national. Oui, je suis d'accord. Voilà. D'où le côté qualifié, en fait. Enfin, voilà, faut que toi, la qualification que tu fais ici, elle est sur le territoire, en fait, la zone d'audience. Voilà. Exactement. Que tu peux pas forcément avoir sur d'autres médias, effectivement. Voilà. C'est pour ça, à l'avenir, essaye d'y penser, de l'inclure aussi dans un dispositif qui peut être un dispositif très régional et donc accessible aux entreprises traditionnelles. Après, c'est qu'on pourrait parler 1 heure de chacun des canaux, je pense, et puis de chacun. Et alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a Benoît qui disait tout à l'heure, à juste raison, sur LinkedIn, le marketing de contenu marche beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, effectivement. Plus que la pub, voilà. Donc, après, je sais pas. Caroline, tu avais vu d'autres questions passer? Non, il y avait des remarques, mais pas trop de questions. N'hésitez pas à réactiver votre micro si certains ont des questions. Comme vous l'avez vu, c'était assez dense. Vous aurez tout le webinaire enregistré si vous voulez vous le repasser, faire les petits exercices que Léo a proposés, notamment sur la matrice. Et puis, je peux que vous inviter. La formation que dispense Léo est sur 2 jours, donc vous imaginez que ce contenu est bien creusé. Ouais, l'idée, c'est d'aller dans le concret sur tout ce qu'on a vu, donc de bosser un peu déjà le parcours utilisateur, comme on le voyait, le contextualiser et de faire ça, aussi d'avoir on n'a pas beaucoup parlé, mais en fait, quand vous faites de l'acquisition, il faut que tout soit cohérent du message que vous allez porter, donc où qu'il soit, que ce soit sur une publicité sur AdWords, sur du display, n'importe où, à la page d'atterrissage en fait sur laquelle vous allez arriver. Je prends un exemple. Imaginons que sur une pub, vous valorisiez l'aspect écologique, par exemple, de votre produit ou de votre service. Vous arrivez sur la page en question et vous ne parlez plus du tout d'écologie. En fait, là, le parcours, il n'est pas cohérent, il n'est pas homogène, et du coup, ça crée de la, comment dire, l'utilisateur en fait ne comprend pas. Il a l'impression d'être un peu dupé ou voilà, et du coup, il peut s'en aller. Donc, il faut vraiment avoir des parcours qui soient les plus ciblés et les plus homogènes possibles pour éviter un peu cette déperdition en ligne. Voilà. Et donc, on parlera aussi de ça, des landing pages, donc des pages d'atterrissage. C'est le trafic que vous amenez sur une page en particulier. En fait, il ne faut pas l'envoyer sur votre page d'accueil. C'est aujourd'hui, quand vous faites des campagnes, il faut vraiment amener du trafic sur une page qui est dédiée à cette audience-là, qui a vu ce message-là, et vous avez besoin de le conforter, de le rassurer et de l'amener à passer à l'étape suivante. Donc, en fait, il ne faut pas l'amener à découvrir plein d'autres choses, lui proposer un menu, des articles de blog, vos partenaires, etc. Non. Il faut en fait vraiment être dans une logique un peu d'entonnoir et de lui proposer que les actions que vous attendez de lui, quoi. Donc, voilà. Il y avait une question de Lisa qui disait une idée des taux de conversion moyens pour savoir le niveau de pertinence de notre action. C'était sur un réseau en particulier ou alors, l'idée... Salut Léo. Salut.
Il y a une question que j'entends régulièrement et à laquelle je ne sais pas répondre, c'est ok, je vais tenter de faire ça, de passer une campagne, voilà, mais comment est-ce que j'évalue que mon taux de réussite est le bon, quoi. Alors, notamment, tu vois, quand tu parlais de comparer les 7 de choses, enfin voilà, tu as compris ma question. Ouais, j'ai compris. Alors après, les taux de conversion, en fait, c'est très, ça varie vachement en fait en fonction de ton business, ça varie en fonction de ton public, etc. Après, tu vois, quand je montrais tout à l'heure les tableaux, assez vite, on peut se faire une idée en fait de la performance ou pas d'une action. Par exemple, je vais prendre un cas, si vous êtes dans le B2B tous là, ou presque, sur les captations de leads, c'est-à-dire vous faites une page qui invite les gens à laisser leur mail pour récupérer un livre blanc ou un contenu un peu premium que vous leur proposez, en vue de les démarcher derrière. Sur des pages comme celle-ci, ça dépend encore une fois du secteur d'activité. On peut, en fait, les taux qu'on observe vont être entre, ça dépend du contenu, mais en moyenne, c'est entre 5 et 20%. Quand on a un taux de conversion de 20% sur une page de ce type-là, c'est franchement bien. C'est franchement bien. Quand on est à 5%, c'est largement optimisable. Après, encore une fois, ça dépend de plein de choses, du design, de ce que vous proposez derrière, de votre proposition de valeur. Mais voilà. Et en fait, sur chacun des exemples, je pourrais te donner des réponses à peu près avec des fourchettes, mais c'est difficile d'avoir la réponse. Oui, il n'y a pas une réponse générique. Il n'y a pas la réponse générique pour tout, non. Après, il y a des ordres de grandeur sur les métiers, Quand il y a Oussama Hamar qui dit, je ne sais plus, acheter, je crois que c'est $50 sur Facebook, et puis ça vous rapporte 200 inscrits ou 200 mails, bon, c'est bon, quoi. Je n'ai plus le ratio du tout en tête. Donc, voilà. C'est ça. Mais c'est un bon moyen après de tester sur Facebook, voilà, de mettre un petit budget et puis de tester des audiences, des messages, etc. D'autant que ces régies, en fait, deviennent de plus en plus performantes. Donc, elle fonctionne quasiment en pilote automatique maintenant. Mais ouais, ça offre des possibilités de tests et d'expérimentation, justement, pour vous faire une idée. Ok, merci. Oui, puis ça dépend ce qu'on entend par conversion. Est-ce qu'on veut générer un contact? Et c'est pas forcément une vente. Tu vois, ça peut être aussi un premier contact qui est déjà précieux. Mais c'est très difficile. La conversion, en fait, on met plein de choses dedans. Mais il n'y a aucun objectif au départ, mais c'est très compliqué de l'évaluer. Alors vraiment, sur le display, on peut avoir des écueils, mais qui sont liés. Nous, on garantit un taux de clic qui va permettre de générer un nombre de visiteurs. Mais après, c'est vrai que si la captation n'est pas bonne, malheureusement, tout l'enjeu est là aussi. Hein. C'est vraiment très compliqué. Ouais, d'où l'idée en fait d'avoir étape par étape, parce que la conversion elle se situe bien entre deux étapes. Hein. Il y a une conversion globale sur l'ensemble du dispositif. Hein. Si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure sur le site de vente en ligne, j'avais mon site e-commerce, j'ai un visiteur qui va acheter un produit. Mais en fait, entre le point A et le point D, en fait, il y a plein d'étapes, de micro-étapes que je peux mesurer, et à chaque fois, j'ai un taux de conversion que je vais pouvoir mesurer lui aussi, optimiser. Donc ouais, la conversion, c'est quelque chose c'est juste le rapport entre les utilisateurs qui sont à une étape B par rapport à ceux qui étaient à l'étape A, en fait. Et voilà, mais c'est à mettre en perspective de pas mal de choses aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. C'est clair pour tout le monde. Ouais. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On est pile dans le timing. On n'a pas dépassé. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, à tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par moi et je pourrais vous mettre en relation avec Léo. Comme on vous a dit, il y a la formation pour ceux qui désirent aller plus loin. Et en tout cas, merci Léo parce que c'était vraiment super intéressant. T'as que des merci dans le chat, je sais pas si tu les vois. Merci à vous. Demain matin. Ouais, demain matin. Et la formation, elle est le 18 juin. Ouais, je vois une question là. 18 juin, pendant 2 jours. Et voilà, donc on s'attardera et on prendra beaucoup de temps pour faire ça avec vous en mode atelier. Ouais, le 18 et 19 juin en téléprésentiel, évidemment, pour respecter encore les mesures d'hygiène. Je vous ai mis le lien vers le catalogue de formation et le contact d'Anthony qui gère toutes les formations, mais je vais vous faire un petit mail récapitulatif demain
avec le lien pour revoir le webinar et les dates. Comme ça, vous aurez tout en parallèle pour ceux qui auraient loupé. Vous inquiétez pas.